Salut à tous, Envergure de retour, un podcast et un sujet, un homme, Ochai Agbaji. Il est en dernière année à Kansas, il explose tout en ce début d'année, on peut le dire. Il est donc un candidat sérieux pour être en quelque sorte le Chris Duarte de la draft 2022, c'est-à-dire un senior qui va être drafté haut, mais haut ça veut dire quoi? Premier tour, top 20, encore mieux. On va voir ça avec les Totally Spies, Alan, Hugues et Nico. Bonjour, Comment bonsoir. allez-vous? Moi, je Bonsoir à suis, tous. je suis Glover. Oui. Clover. Clover la blonde. Effectivement, j'allais vous demander votre Totally Spy préféré avant d'y aller. Donc Alan, c'est plutôt Clover. Nico, c'est de ta génération ou je t'insulte? C'est pas de ma génération, mais est-ce qu'il y en a un qui ressemble à Zion? Parce que s'il y en a un qui ressemble à Zion, c'est moi. Non, c'est plus Les trois sont Il fera chauds. Jerry. des jeunes filles Il assez fera fit. Jerry, Pierre. Ouais, plus Jerry. Exactement. Exactement. Bon, allez, générique. Alors, Ochai Agbaji. Kansas Jayhawks, évidemment, sa fiche disponible sur le site envergure.co. C'est d'ailleurs, si vous tapez juste son nom dans le moteur de recherche le plus utilisé, normalement vous tombez dessus assez vite. Donc sur sa fiche, point fort, point faible, stats, mensuration. C'est donc un poste 2-3. Il aura 22 ans l'année prochaine, mais c'est aussi un homme qui a une histoire. On commence par son histoire et c'est Hugues qui s'en occupe. Hugues, c'est à toi. Yes, bah écoute, comme tu l'as dit, Ochai Agbaji, donc dernière année à Kansas. Alors lui, il a grandi Kansas City, dans le Missouri, donc juste à côté. Il a fait son lycée là-bas, c'était un prospect pas du tout référencé. Il est 2, 3 étoiles, donc pas du tout convoité avant son année senior. D'ailleurs, il commence le basket assez tard, ce jeune homme, puisque lui, il préfère le foot, enfin le soccer, comme ils disent là-bas, dont le papa le pousse. Et puis en fin de lycée, il explose, un peu comme cette année, il explose à Kansas. Il est recruté par Kansas, il y va. Première année, il doit redshirt normalement, et puis finalement, il y a une grosse blessure de monsieur Udoka Azubuike qui était drafté au premier tour. Et donc, il finit par jouer. Un petit peu, c'est une révélation. Deuxième année, il joue un peu plus. Troisième année, il est titulaire vraiment installé. Deuxième, troisième option. Cette année, c'est le leader offensif et défensif. C'est le patron de l'équipe. C'est ça, une équipe où on trouve une équipe qui fait partie des 10 meilleurs du pays, on peut le dire, Hugues, sans trop s'avancer. Ouais, totalement. Ils sont classés dans le top 10. Ils ont une défaite pour le moment et ils sont bien partis avec des vrais joueurs référencés dans la Big 12, du coup, qui est une high major. Est-ce que tu sais si Ochai Agbaji a son père le poussait vers le soccer? Est-ce que son père est un sportif? Est-ce qu'il a des sportifs dans sa famille? Ouais, bah le papa, du coup, lui a fait pas mal de foot. Il y a joué à l'université. Et en fait, il s'est arrêté parce qu'il a vu qu'il avait du potentiel en deuxième année du coup de lycée. Hmm. Donc voilà, après j'ai pas d'autres frères ou sœurs ou maman qui auraient fait un autre sport plus développé. Mais il a toujours La, un ma- lien avec la le maman foot. la maman a eu une bourse aussi pour faire du sport à l'université, mais je ne sais pas quel sport. Ah, Ouais, alors la sœur joue au volley à la fac. ok, voilà, la famille se complète petit à petit, sachant que je crois que la stat c'est quoi? 7% de toutes les personnes qui vont à l'université parviennent à avoir une bourse pour le sport. Donc ça veut dire que quand tu es dans les 7%, généralement tu fais partie d'une certaine élite athlétique. Donc ça confirme que Ochai Agbaji a des gènes plutôt favorables. Après, donc en parlant de gènes, justement, après l'histoire d'Oshai, on va parler de son corps. C'est quelque chose qui est indispensable pour ceux qui nous ont jamais écoutés. Quand on scout un joueur, quand on essaye de voir s'il va être bon plus tard, il est hyper important de scruter le corps des prospects, voir comment il se déplace sur le terrain, quels sont ses points forts, ses points faibles physiquement. Et donc ça, c'est le travail de Nico aujourd'hui. Eh bien, Oshai, il fait 6'5", donc 1m96, 98 kilos. Je trouve d'ailleurs qu'il les fait pas. C'est-à-dire que quand tu le regardes visuellement, il n'a pas le corps
Il ressemble pas à quelqu'un qui est proche des 100 kilos. Mm. Il fait 2,01 m d'envergure, donc c'est plus 5. C'est un athlète, c'est fin, c'est musclé, dessiné, il n'y a pas un pet de graisse. J'ai l'impression, moi en tout cas, ce qui me saute aux yeux, et c'était surtout le cas l'an dernier, c'est une sorte de déjeune Murray, mais qui a pas sauté de repas, quoi. Qui a mangé normalement à la cantine. Il a des épaules, d'ailleurs ça lui permet de finir au cercle, mais ça on y reviendra. Il est aérien sans être vraiment vertical. La détente en termes de hauteur, bien sûr, il dunk facilement, on n'en est pas là, mais il n'est pas aérien comme peuvent l'être des superbes athlètes ou des freaks. Ce qui me saute aux yeux en termes de déplacement, c'est sa capacité à faire ce qu'on appelle est-ouest, nord-sud. C'est-à-dire qu'il a vraiment une capacité à tourner les hanches, à changer de direction très rapidement. Alors certains aiment bien la légende du oui, c'est les appuis du footballeur. Bon, moi j'ai joué au foot une quinzaine d'années, je les ai pas ces appuis-là. Donc c'est quelqu'un qui en termes de corps, pour un ailier, a un corps parfait. Je sais pas si mes copains ont des trucs à rajouter là-dessus. Hugues nous signale en message que le wingspan n'est pas le même. L'envergure, effectivement, moi aussi, j'ai sur les chiffres du draft combine, l'année dernière, il a testé les os, comme disent les Américains, au draft combine avant de retirer son nom de la draft. Et donc là, il s'est fait mesurer. Et officiellement, c'est 6'10", donc 6'10", c'est 2,08 environ. Ouais, bah écoute, c'est ça, j'écris tellement mal. C'est ça. C'est ça. J'ai cru que j'avais mis 6'6", en fait j'ai mis 6'8". Donc, okay. C'est ça, merci les gars. Et donc c'est vrai que sur tout ce qui est les épreuves de force et agilité, il était plutôt bien placé. Il était aussi le 3 ou 4e avec le plus faible taux de masse graisseuse présent à ce NBA Combine, ce qui veut dire à la fois qu'il se prépare bien et comme tu disais Nico, qu'il est assez naturellement sec, qu'il n'y a que du muscle en fait. Donc effectivement, sur les lane agility, il était dans les premiers, dans les environs, toujours à peu près dans les mêmes eaux que Yves Ponce d'ailleurs. À part pour le vertical leap évidemment, pour la détente, même s'il n'est pas si loin, en détente sèche un peu, à 10 cm de moins, mais par contre en détente maximale il a que 3 cm de moins qu'Yves Ponce, quand même quelqu'un qui saute très haut. C'est là où je pense qu'en tout cas moi je mets une sorte de holà sur la combine, parce que en situation de match, que ça soit sur contre-attaque ou que ça soit s'il arrive sur du rebond off, honnêtement, il a pas la tête au cercle. Oui, je vois ce que tu. Oui, d'accord. Voilà. C'est un athlète. Oui, d'accord. Il a la détente pour les tests, mais il n'a pas forcément une détente fonctionnelle. Ce que tu veux dire en match. On a eu le corps, on a eu l'histoire. On veut la carte de visite, en tout cas l'atout majeur pour Ochai Agbaji pour la draft 2022. Quel est son attrait pour un GM NBA? C'est à toi de nous en parler, Alan. Je dirais que c'est sa propreté offensive et son haut plancher. C'est-à-dire, je sais ce que Ochai Agbaji va faire sur un terrain professionnel. D'ailleurs, je ne vais pas lui en demander énormément plus que d'être un finisseur d'action, un joueur qui bouge sans ballon et un joueur qui met des tirs en spot-up. Parce que il le fait déjà très bien à Kansas, même s'il a un rôle un petit peu plus important. Mais c'est pas un joueur qui devra vraiment, pour moi, changer son rôle quand il va arriver en NBA. Il n'a jamais fait plus de 11% de passes décisives quand il était sur le terrain. Il n'a jamais eu un dribble suffisamment, je trouve, solide pour porter la balle et être assez bon dans la création de balle en main. Il ne va pas beaucoup sur la ligne. Par contre, ce qu'il fait très bien, c'est qu'il bouge sans ballon, il propose des solutions en transition et il améliore son tir d'année en année. La progression linéaire sur le tir, elle est très bonne. Et cette année, il est à 44% à 3 points sur un échantillon de 45 tentatives, sur 3 quarts de ses tirs qui sont du spot-up. Donc pour moi, sa carte d'entrée, c'est un joueur qui, je pense, ne fera pas énormément de bêtises sur un terrain, un joueur qui est propre et qui a, je pense, un plancher pour tout de suite apporter dans une rotation. Très bien.
Et ben voilà la carte d'entrée par Alan. Effectivement, on a vu qu'il avait un corps déjà prêt. On a vu qu'il avait une histoire assez linéaire aussi, comme tu disais. Alan, il s'était mis tard au basket. Hugues nous disait qu'il avait eu ensuite progressé petit à petit avec un petit leap en dernière année lycée. Puis le même visiblement cette année, en tout cas ce qui est en train d'arriver sur ses premiers mois. Donc ça, c'était la première partie où on fait un peu la carte d'identité du prospect, donc d'Oshai Agbaji. Vous avez à peu près les bases. Maintenant, on va essayer de rentrer dans le détail, de savoir si, pour essayer d'estimer, de visualiser où pourrait se trouver le joueur dans plusieurs années. Et pour ça, je vais vous poser des questions, parce que moi, j'ai pas vu autant de films que vous, mais j'ai un peu épluché les stats. Alors, stats avancées pour Agbaji, il faut le dire, c'est quand même hyper solide, que ce soit au box plus minus, donc c'est-à-dire est-ce que son équipe est meilleure avec lui que sans lui sur le terrain. Offensivement, c'est le 3e meilleur de toute la NCAA. Sur une autre stat avancée qui s'appelle Porpagatu, c'est un nom un peu barbare, mais bref, il est 2e. C'est une stat qui prend en compte un peu tout, donc c'est des stats à prendre toujours avec un astérisque, mais généralement qui peuvent confirmer ce qu'on voit aussi à l'œil. Et donc, je vais vous poser des questions sur les points qui m'interrogent, notamment son taux de lancer franc. Puisqu'on m'a décrit dans la première partie un joueur finalement assez athlétique, alors certes pas la tête au cercle, disait Nico, mais quand même assez athlétique. Taux de lancer franc 19%, c'est assez faible, voire très faible quand on regarde l'historique des joueurs draftés, et surtout ça n'a jamais été plus haut dans sa carrière. C'est pas une anomalie sur le début de saison. Il a toujours eu un taux de lancer franc inférieur à un taux de lancer franc provoqué inférieur à 23%, c'est-à-dire que pour 4 tirs tentés, il tente un lancer franc s'il est à 25% en gros. Et donc cette année 19. Est-ce que ça vous pose souci, ce côté je ne vais pas beaucoup sur la ligne, ou non? C'est par rapport à son jeu. Il se sert pas beaucoup de son dribble au final. Il provoque pas énormément. Il le fait, bien sûr. Mais la base de son jeu, c'est le tir. Donc du coup, pour moi, c'est logique qu'il provoque pas beaucoup de fautes. Après, sur le pas la tête au cercle, Hugues est pas d'accord avec moi et c'est bien. Il faut que tu le dises en live. T'as vu des matchs aussi, on a le droit d'être en désaccord, hein. Alors allons-y là-dessus. Ouais, bien sûr, c'est juste que j'attendais mon tour, j'attendais mon petit tour. Ouais, je suis pas d'accord sur les situations de démarquage. À travers le contact, il a un bon hang time, mais il monte pas forcément le plus haut. Maintenant, ligne de fond, j'ai pas de meilleur joueur en NCAA qui fait un démarquage ligne de fond et qui monte aussi haut que lui. Il est vraiment imprenable et donc les défenses elles vont pas le chercher, hein, tellement il est fort sur ce secteur-là. Pour le faible taux de lancer franc, il y a plusieurs choses, comme ils le disent, beaucoup de tirs, beaucoup de jeux sans ballon, donc sur des actions où il va être démarqué parce qu'il le fait très très bien, donc la défense elle est pas en place. Et troisième chose, c'est qu'il utilise beaucoup la planche. Il utilise beaucoup au niveau de la main droite, il s'écarte beaucoup de son défenseur pour pas se faire bloquer, beaucoup d'utilisation de la planche, et donc il rentre pas vraiment dans son défenseur direct et dans les gros sous le panier. Intéressant. Et il n'a pas de dribble. Enfin, Ah, ça, je suis honnêtement. pas hyper d'accord, mais il a pas un dribble élite NBA pour porter le ballon. N'empêche, entre la Donc on deuxième lui année et la demande, troisième année. donc on lui demandera pas de le faire en NBA. Donc ça sert à rien. Mm. Ouais. Et alors souvent, alors parfois, pas tout le temps, souvent les joueurs, j'ai pas mal d'exemples, les joueurs qui avaient un faible taux de lancer franc tenté comme lui sont soit des spécialistes du tir, soit quelques autres exceptions, mais c'est pas souvent des joueurs qui sont, on va dire, très positifs défensivement pour leur équipe. Nico disait très fort sur les déplacements latéraux, très solide, Hugues disait au contact. Alors, est-ce que effectivement défensivement tout ça se traduit par une belle présence, puisque je finis juste là-dessus pour les stats défensives. Il est pas mais bon, les stats agrégées défensives on sait que c'est moins important, mais il est pas très très bon, et j'aurai une autre question là-dessus après. Mais est-ce que défensivement il peut tenir sa place en NBA? Combien de positions peut-il couvrir? Alors, Alan et moi, on a eu la discussion sur un Planet Draft il n'y a pas très longtemps, et pour moi, c'est, si ce n'est le meilleur, enfin, un des meilleurs, si ce n'est le meilleur défenseur actuellement en NCAA. Il tient
actuellement là, il tient des ailiers, il tient des arrières, il switch sur les porteurs de balles extérieurs les plus vifs, les plus petits, les plus rapides, et ça se passe bien parce qu'il les oriente très très bien, grosse anticipation, et il conteste les prises de position poste bas et il box out au rebond. Donc pour moi, en niveau NBA, une équipe qui le prend, elle peut tout faire avec lui défensivement sans problème. En plus, il a une forte longueur de bras et il comprend très bien le jeu. La seule chose, c'est qu'il peut parfois se faire prendre sur des... Comme il suranticipe, il peut parfois se faire prendre sur des démarquages dans son dos. Ça lui arrive assez régulièrement. Il suranticipe pour un switch ou quoi que ce soit et du coup son Hmm. attaquant slip au niveau du panier et il se fait prendre là-dessus. Et alors, comment expliquer qu'il... Alors, quelqu'un d'autre voulait répondre. Allez-y. Ouais, j'adore être en désaccord, hein, surtout pendant les émissions, parce que ça permet d'amener du pour et du contre. C'est un excellent défenseur, mais là où moi je veux mettre un petit bémol, c'est que tu en as parlé un petit peu, tu as dit il est dans l'anticipation et du coup il peut se faire avoir. Moi j'ai trouvé que face à des joueurs qui ressemblent à des postes 3 NBA, c'est-à-dire vraiment tankés avec des épaules, si tu l'attaques droit devant, c'est porte ouverte. Dans le sens où, voilà, après, j'ai regardé que 5 matchs, mais celui qui m'a marqué, c'est face à Dylan Adewusu de Saint John, où à chaque fois que Mhm. Adewusu l'a attaqué épaule en tête, soit il voulait pas faire de faute, soit il s'était fait avoir parce que le premier appui il était déjà dépassé, et du coup il s'est fait enfoncer quoi. Donc après, c'est peut-être effectivement sur les 5 matchs, c'est là où il a le moins bien défendu, mais je, juste pour mettre un bémol à ces gros points positifs, je le vois plus défendre très efficacement sur des 2 que sur des 3. Intéressant, alors qu'il a théoriquement le physique pour défendre sur du 3, hein, puisque 1,96, 2,8 m d'envergure et 98 kg, normalement il n'y a pas de problème. Le problème aussi, si je peux rajouter, c'est que les deux profils qu'on voit le moins en NCAA et qui sont les plus difficiles à défendre en NBA, c'est Hmm. ceux sur lesquels certains projettent qu'il pourra bien défendre. C'est-à-dire les porteurs de balles en switch et les ailiers complets qui sont donc plus grands, plus puissants, plus rapides. Donc moi j'ai du mal à ça avec ça parce que je ne l'ai pas vu en fait. Enfin, oui, il éteint facilement les porteurs de balles NCAA, mais les porteurs de balles NCAA, c'est pas les porteurs de balles NBA. Moi je pense que ce sera un super défenseur d'équipe, pas négatif, qui fera Ah pas ouais, trop c'est que d'erreurs là on est comme tu l'as dit. Les d'accord. stats, ouais. Off the ball, il est Les extraordinaire. stocks, ouais, les stocks, elles sont pas excellentes, mais en fait, je trouve Ils qu'il sont même très c'est faibles, peut-être hein. aussi le schéma, ouais, c'est peut-être le schéma de Bill Self qui veut pas trop le faire jouer l'interception et tout ça, mais défenseur d'équipe, vraiment très très bon. En plus voilà, il a, il est à 90 matchs NCAA, 84 Hmm. titularisations, il aura plus de 100 matchs à la période de la draft. Dans une grosse conférence, il aura vu, hein, il aura vu des choses. Je serais assez je vais peut-être aller refaire. J'aimerais bien aller revoir ce qu'il a fait l'an dernier contre Kate Cunningham. S'il l'a défendu, j'ai plus trop de souvenirs. Mais Ouais, parce que c'est pas. Voilà, c'est un profil NBA. Pour moi, cette année, il en a joué zéro, très honnêtement. Donc, des joueurs qui pourront avoir la balle en NBA qu'il a pris un contre un. J'en ai pas trop vu cette année. Donc, c'est juste la petite limite sur ça. Mais en défense collective, il est super, super fort. Bon, c'est plutôt rassurant puisque, alors vous avez coupé ma prochaine question et c'est tant mieux. J'allais poser une question sur le playmaking défensif qui est vraiment faible en termes de style et blocks. Enfin, playmaking, c'est ça, c'est fait quand des choses se passent défensivement, des événements, provoquer des événements défensifs sur lesquels les très bons défenseurs excellent d'habitude. On pense en NBA à des Matisse Thybulle, des Vanderbilt, enfin voilà ce genre de profil. Et quand j'ai fait une recherche par rapport aux personnes qui ont été draftées depuis, je sais pas, 10-15 ans, donc lui il a moins de 2% de steal et blocks. Je ne vais pas rentrer dans le détail sur ce que ça veut dire, mais en gros les personnes qui ont été draftées et qui ont aujourd'hui un rôle en NBA, généralement avec ces stats-là, sont des spécialistes du tir à 3 points. Quand je dis spécialistes, c'est vraiment des gens qui artillent, certains avec succès, d'autres moins. Et donc Doug McDermott, Alec Burks, qui a depuis un peu changé son jeu, etc. Mais voilà. Et il y a quelques exceptions,
peut-être que c'est ici qu'on peut trouver des comparaisons, puisque c'est là où je veux vous amener des comparaisons. Donc les exceptions, on a Semi Ojeleye, Georges Niang, Ayo Dosunmu, et un peu plus bas dans les comparaisons, c'est-à-dire avec plus de playmaking, donc plus de passes décisives, mais aussi un peu plus de balles perdues, on a Saddiq Bey, qui est aussi un peu plus grand. Lequel de ces noms, ou est-ce que vous avez d'autres noms qui vous semblent correspondre à un rôle et à un type de joueur que Ochai Agbaji peut devenir? Si c'est J'aime bien Saddiq le Bey, comparer. je Vas-y. préfère le Saddiq Bey spécialiste du tir à 3 points de la saison rookie que le Saddiq Bey qui prend des pull-ups à mi-distance cette année. Mais Saddiq Bey, si c'est ça, c'est bien parce que Saddiq Bey, c'est ce qu'on veut à côté d'un porteur de balle, un joueur qui défend, coupe et surtout met à 3 points au catch and shoot. Moi, je vais pas mentir, je suis peut-être un peu moins haut sur Agbaji Kug par exemple, qui pense que peut y avoir peut-être un développement balle en main sur de la création secondaire. Moi, je vois en lui un super soldat qui mettra des 3, qui coupera et qui voilà, fera des actions défensives. Je pense pas que le potentiel est si haut que ça, même si voilà, c'est un late bloomer en high school et qu'il y a une production qui s'améliore d'année en année. Je pense que si c'est Saddiq Bey, c'est très bien en fait, déjà. Mais du coup, c'est qui ce super soldat aujourd'hui En en NBA. NBA? Dorian Finney-Smith? Non, il Ah, a même pas Dorian le droit de- Moi, Finney-Smith, c'est très bien. j'aime bien la comparaison avec Tony Snell dans le rôle qu'il pourrait avoir vraiment du 3&D et qui arrivait quand même assez physique, assez développé et qui lui pour le coup a pas confirmé derrière dans le ball handling, mais en plancher je Ok, pourrais avoir ça. ok, intéressant. Euh, Maintenant, pour arriver à ce... Parce qu'il y a toujours une marche, hein. Aujourd'hui, il n'est pas les joueurs qu'on a cités, c'est sûr. Même si il a un plancher déjà assez haut, et même s'il peut être un Chris Duarte, on parlera de ses premières années potentielles en NBA plus tard. Avant, pour atteindre le potentiel dont on parle, euh, il faut avoir une certaine psychologie, premièrement, et deuxièmement, j'aimerais qu'on reparle du tir ensuite. Mais d'abord, psychologiquement, est-ce que vous aimez ce que vous voyez, que ce soit sur le langage corporel, les interviews, les retours qu'il y a pu avoir dans la presse? Moi, j'aime le fait qu'il est très calme, qu'il est maître de ses émotions. Et, euh, et c'est un petit peu lui qui va les calmer Rémi Martin. Rémi Martin, qui est Ah, beaucoup Rémi, plus ce bon vieux volcanique. Rémi. Rémi qui est insupportable à regarder jouer, hein, si on aime le basket. Mais en tout cas, Agbaji a ce côté voilà, calm down. Donc là-dessus, en interview d'après un ami qui travaille chez ESPN, c'est un mec super intelligent et calme et réfléchi. Donc il n'y a que des drapeaux verts là-dessus. Ça, c'est bien. Alan, est-ce que tu as des choses à dire sur le côté psy? Moi, j'avais peur que ça soit l'équipe de Rémi Martin, qui est pour moi l'un des joueurs les plus. Qui était hein, depuis 2-3 saisons, les joueurs les plus surcotés NCAA à Arizona State. Alors oui, il faisait des stats et tout, mais ses équipes allaient nulle part et il était un peu mis en avant comme la grosse recrue transfert Hmm. de Kansas. En fait, je trouve que ça s'est passé naturellement. Premier match de l'année contre Michigan State au Garden, Agbaji fait un excellent match et on comprend tout de suite que c'est son équipe et qu'il n'a pas besoin d'en faire des caisses pour être un peu le leader. Comme l'a dit Hugues, ça fait 4 ans qu'il est là. Euh, il a connu plusieurs types d'équipes et puis il arrive dans la quatrième année où voilà, c'est à lui de montrer dans un effectif où il n'y a pas non plus eu de superstar one and done ou de choses comme ça. Donc ça s'est fait de manière un peu normale, qui prennent le lead, mais en même temps c'est normal parce que c'est tout simplement le meilleur joueur et un des tout meilleurs joueurs du pays, je pense. Hugues? Ouais, juste avant je prends une remarque de Nico qui nous dit qu'il a démarré le basket à 16 ans. Donc voilà, quand on parle de Late Blossom, c'était ça, qui démarre très tard. Moi j'ai un truc là-dessus sur la mentalité. Il faut rappeler que c'est un joueur qui a subi 2 saisons un peu tronquées. Il y a 2 ans, saison Covid, pas de March Madness, et l'an dernier ils se font annuler leur tournoi de conférence.
parce qu'ils ont un problème encore de Covid. Et lui, ça a beaucoup joué. Il disait qu'il avait eu des propositions au niveau de la draft, mais le fait de vraiment terminer un truc, de boucler un truc et de vivre des grands moments à Hmm. Kansas, ça lui plaisait. Et la deuxième chose, c'est que les joueurs, ils prennent souvent des pauses pendant la période d'été, etc. Lui, il travaille beaucoup, beaucoup, et il travaille dans des domaines un peu différents. Il est revenu, par exemple, on lui a demandé de travailler son handle et son jeu de pied, genre ses fondamentaux de départ. Bon bah voilà, il a fait du soccer avec l'équipe de Kansas pour vraiment s'entraîner là-dessus. Il y a 2 ans, il lui demande de travailler son tir. Bon bah il passe son été à bosser sur son tir. Donc c'est un énorme bosseur. Hmm. Merci pour la transition sur le tir. On parlait de son futur rôle en NBA. Vu ce que vous m'avez dit, vu les remarques sur le fait que ce soit un bon défenseur d'équipe, mais pas non plus l'immense ball handler stopper, ou en tout cas pas certainement, pas avec certitude plutôt, et sur le fait qu'il n'ait pas encore le dribble pour faire beaucoup d'autres choses que finir en attaque, il me paraît évident que sans un tir très très bon, dès ses débuts en NBA, il n'aura pas de rôle. Est-ce que vous le voyez avoir une diversité de tirs, puisque c'est ça les très bons shooters, c'est pas juste je shoot bien à 3 points dans le corner, quoi. Ah, c'est la question entre quand tu es un role player ou quand tu es un des 3 ou 4 joueurs d'une équipe qui a de grosses ambitions. Et c'est la marche la plus délicate. Euh, Pourquoi je disais l'an dernier que Kate Cunningham était pour moi un meilleur shooter que Corey Kispert ou d'autres, c'était dans la diversité des tirs. Parce que c'est beaucoup plus dur de prendre des tirs en sortie de dribble. Je pense, hein, j'ai une très très faible expérience de basketteur, mais que de prendre des catch and shoot. D'ailleurs, tous les catch and shoot ne se valent pas. Sortir d'un écran pour un stagger, c'est pas la même chose que se caler dans un coin à 45 degrés et recevoir la passe en transition, par exemple. Ça, c'est à noter. Hmm. Je trouve quand même qu'il y a une meilleure diversité de tirs qu'avant dans les catch and shoot. Il peut en faire plusieurs. Il y a des flashs de pull-up à mi-distance aussi, qui sont assez intéressants, même si les stats à mi-distance ne sont pas exceptionnels. Parce que j'ai trouvé 35% moi cette année à mi-distance, 11 sur 31, ce qui n'est pas exceptionnel. Donc ça c'est un axe de travail, mais en même temps il ne prendra pas de mi-distance en NBA, je pense. Donc c'est une très bonne question et je pense que ça va être le travail, quoi. Carrière 69% au lancer franc. Mais il a beaucoup progressé en fait. Il y avait un vrai travail mécanique entre la deuxième et la troisième année, avec un geste beaucoup plus fluide, beaucoup moins cassé au niveau du coude aussi. Donc voilà, gros travail mécanique là-dessus. Alan il le dit, il y a de l'évolution dans la prise de tir. L'année dernière on voyait presque que du catch and shoot. Cette année on a catch and shoot en fin de chaîne, on a catch and shoot en transition, il les prend, on a tir sous pression. Et comme il est en difficulté main gauche, on a beaucoup, il y a un pic qui vient pour lui, je dribble un dribble main gauche et ensuite je prends un pull-up à 3 points. Ce qu'on voyait pas du tout avant. Nico. Sur la, pardon, Ah oui, sur la variété, vas-y. pardon, sur la variété de tir ou tu as une autre question? J'ai une autre question, mais Vas-y. si tu as des choses à dire sur la variété de tir. Pour compléter, tu parlais de est-ce qu'il sera capable de prendre tout type de tir. Comme Hugues le disait, il a démarré le basket en 2016. Ça veut dire que ça fait 5 ans qu'il joue au basket. On a vu la manière dont il a pu progresser sur son tir. Aujourd'hui, tir après écran, il est vraiment efficace, comme l'a dit Hugues, en transition. Par contre, après dribble, il peut y avoir des sacrés écarts. Donc, le point d'interrogation par rapport au tir, c'est ça. S'il est capable d'en prendre après dribble et d'être aussi efficace que sur les autres situations, eh ben, on aura un shooter avec un corps d'athlète. Là où avant, quand on pensait shooter, on pensait à Steve Kerr, Steve Kerr, Mark Price. Ouais. Là, on en est quand même extrêmement loin, mais mine de rien, dans le registre, il peut devenir une sorte de shooter unidimensionnel. Très bien. Alors, j'enchaîne avec toi, Nico. Drafté, oui, non. À quel niveau à peu près, vu son plancher plafond? Je draft pour l'instant dans mon classement très secret. Il est entre la 20 et la 30e place.
Ouh. selon l'humeur que j'ai le matin en me levant. Mais late first round, en sachant la marge de progression, en sachant ce qu'il est capable de faire, pour moi, il est prêt à jouer, il n'est pas prêt à devenir ni un primary ni un secondary ball handler pour l'instant, mais il est prêt à rendre service à une équipe. Donc, fin de premier tour pour moi. Alan. J'ai rien de plus à dire, Nico a dit tout ce que je pense, entre 20 et 35 j'allais dire, mais ouais, Ok. franchement, Hugues. exactement la même chose. Bah, je vais m'enflammer, moi je le monte un peu plus. Il peut atteindre ma border loterie, fin de ma loterie, pour une équipe un peu plus prête. Parce qu'il progresse chaque année. Beaucoup. Justement, c'est quoi, pour finir là-dessus, le contexte idéal de ces 1-2 premières années à Oshaek Agbaji? C'est une équipe qui joue déjà des choses précises. C'est quand même une équipe qui est un peu dans le ventre mou et qui a un peu de place dans son roster. Est-ce qu'il va être capable de compétitionner, pour dire comme Benoît Lelièvre qu'on salue, pour des places dans un roster face à des joueurs qui sont déjà en NBA depuis 2, 3, 5 ans? Physiquement, il est prêt pour le faire. Pour moi, le contexte idéal, c'est un contexte où il peut jouer. Parce qu'on l'a dit, 5 ans de basket, si on veut continuer à le voir progresser, il va falloir qu'il joue. Alors, s'il est dans une très grosse équipe, ça sera peut-être par de la G-League. Mais en tout cas, il va lui falloir du temps de jeu sur le terrain. Les entraînements, c'est très bien, mais pour passer un palier, il faut être sur le terrain. Regarde, t'as les Celtics qui veulent du 3&D, moi je trouve ça très bien. Les Sixers, les Cavs, les Knicks, il y a plein d'équipes qui vont chercher son profil. Une équipe où il y a déjà des stars un peu en termes de ball handling. Et lui, il peut se développer et progresser là-dedans. Donc on a pas pas les de Knicks positif alors. ou une équipe qui veut Ah. gagner. Waouh, bro. Come on, parce que Ben il est pas là, c'est pour ça que tu te permets. Je pense qu'il est d'accord avec moi, c'est ça le pire. Mais ouais, bah, le contexte impose. Je pense par contre que dans tout type d'équipe a besoin de joueurs comme ça, très honnêtement. Dans tout type d'équipe, il peut faire du lien et apporter. Parce que même si voilà, il tombe dans une équipe qui a un deuxième choix au premier tour et qui veut développer des porteurs de balles très jeunes, bah, il aidera à côté parce qu'il est un peu plus âgé, parce qu'il pourra m'aider à tirer et parce qu'il peut vivre sans le ballon. Je dis pas que c'est le meilleur contexte, mais je pense que dans tous les contextes, il peut voir 15 minutes en NBA l'an prochain. Je pense. Alors peut-être pas, voilà, Brooklyn, euh, ces équipes-là, mais dans 25 des 30 équipes, je pense qu'il peut voir sa quinzaine de minutes. Ce sera la conclusion. Ochai Agbaji, c'était donc notre podcast sur le joueur de Kansas. On rappelle que sa fiche est sur notre site envergure.co. Merci Alan, Hugues, Nico. On vous retrouve toutes les semaines sur le site aussi pour des articles. Donc voilà, d'ailleurs il y a un scouting report d'Ochai Agbaji très complet sur le site écrit par Hugues. Donc voilà, si vous voulez faire un petit peu de lecture complémentaire, allez-y. Et Hugues, est-ce que tu as un match en particulier à conseiller pour visionner le talent d'Ochai? Bah sur cette année là, on a le match contre St. John's qui est vraiment sympa. Très bien. Le match contre St. John's, qui sera St. John's, l'équipe de notre prochain sujet de podcast. On vous laisse le suspense. On vous fait des bisous. Ciao tout le monde.